Imaginez-vous rencontrer un homme charmant, sympa, drôle, qui a l'art de vous mettre à l'aise. Tellement à l'aise que vous décidez de le suivre dans sa chambre d'hôtel. Vous vous dites pourquoi pas après tout. Son sourire est des plus sincères. Grossière erreur, ne jamais suivre quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et cette erreur, Carol va malheureusement la faire. Et elle n'en sortira pas indemne. Cette histoire est celle de l'affaire du tueur au tournevis, ou l'Hannibal Lecter du pays de Galles. Oui, rien que ça. Et je trouve cette affaire très intéressante dans le sens où elle soulève la question du suivi et du traitement psychiatrique des gens atteints de maladies psychiques. Et des jours avant le drame, le tueur avait mentionné les voix qu'il entendait. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi, ça va très bien. Merci de demander. On se retrouve pour une nouvelle ADJ, Affaire du jour. Je suis Nathalie Cat, étudiante en criminologie. Et si tu ne me suis pas, je sors chaque semaine une affaire criminelle inconnue dans le YouTube francophone. Du moins, je m'efforce de trouver des cas inconnus ici en France. Et si ça t'intéresse, rejoins nos rangs. Et abonne-toi, sinon Poupie viendra te tirer les cheveux. Et bientôt, t'auras la même chevelure. Et en plus, elle plaisante pas. Mais pour l'heure, je te laisse avec un semi-générique. Je vous emmène cette fois au pays de Galles. Quand on tape sur Google Sir Howe Arms Hotel, on constate que l'établissement est définitivement fermé. Pourtant, l'utilisateur du nom de Glamour Hairdressing l'avait noté 5 sur 5. Il se trouve sur High St Blackwood, au Royaume-Uni. C'est un minuscule hôtel vu qu'il ne contient que 9 chambres. Et qui aurait pu se douter qu'un drame inimaginable allait s'y passer ? L'hôtel avait une particularité, il accueillait des sans-abri ainsi que des détenus fraîchement sortis de prison. Et en soi, je trouve que c'est pas une mauvaise chose. Mais malheureusement, l'endroit va également abriter quelqu'un d'autrement déséquilibré. C'est dans cet hôtel de fortune que résidait un jeune homme de 34 ans, nommé Matthew Williams, qui venait d'une famille très perturbée et vu que c'était l'aîné, il faut croire que Matthew va tout canaliser. Ce n'est qu'une théorie, mais en général, c'est souvent l'aîné et ou le benjamin qui prennent le plus cher dans les familles, surtout quand elles sont dysfonctionnelles. Et évidemment les enfants uniques, mais ça encore, c'est une autre histoire. Quand il a tout juste 10 ans, les parents de Matthew divorcent et à partir de ce moment-là, le garçon file, comme on appelle, du mauvais coton. Expression de l'an 40. En parlant d'expression désuète, ça ne mange pas de pain de t'abonner, car oui, je vous vois ceux qui ne sont pas abonnés et qui ne manquent aucune vidéo. Et Poupie aussi. Ça prend même pas 5 minutes de s'abonner et en plus ça m'encourage grandement à poursuivre mon travail. Matthew est donc sur une mauvaise pente et à 11 ans, il commence à fumer du cannabis et à 13 ans, il se fait renvoyer de l'école car il se battait régulièrement. À 15 ans, il se retrouve par conséquent déscolarisé et accro aux substances. On peut noter néanmoins qu'il a tenté de chercher de l'aide quant à ses addictions, mais en vain. Adolescent déjà, il n'arrivait pas à contrôler sa consommation. En plus de cela, il est condamné de nombreuses fois, 26 en tout, pour agression, détention d'armes, de substances illicites, en tout un nombre faramineux de 78 infractions. Oui, je sais, c'est énorme. En avril 1998, on confie Matthew à un hôpital psychiatrique après accusation de cambriolage et tentative de vol, mais ce passage dans l'unité spécialisée fut bref, car il va prendre des substances et ce seulement 2 heures après son admission. Un mec très stable. Après cette admission, il continue sa vie criminelle, ainsi que son abus de substances, ce qui va l'amener à faire des allers et retours en prison. En 2004, et c'est là que ça commence à devenir intéressant, du moins pour comprendre le comportement de Matthew, ce dernier est diagnostiqué schizophrène. Et pour le coup, il est admis en unité psychiatrique en concordance avec ce diagnostic. Pour rappel, la schizophrénie est une pathologie psychiatrique appartenant à la classe des troubles psychotiques. Il s'agit d'une pathologie très invalidante et relativement fréquente. On dénombre par exemple 600 000 personnes atteintes en France, ce qui est énorme. Ça, en plus des gens non diagnostiqués. Et les premiers symptômes apparaissent entre 15 et 25 ans. Évidemment, dans les symptômes les plus connus, nous retrouvons la distorsion de la réalité ou les hallucinations. Mais en réalité, ces symptômes varient d'une personne à l'autre, car une grande pluralité de symptômes sont possibles. Ces derniers peuvent être classifiés en 3 groupes, positifs, négatifs et cognitifs.
Alors, en symptômes positifs, entre guillemets, on retrouve les idées délirantes, le sentiment de persécution ou toute une variété d'hallucinations sensorielles pouvant toucher l'ensemble des sens. L'ouïe, l'odorat, la vision, etc. Les symptômes négatifs correspondent à une diminution des fonctions normales, au premier rang desquelles on trouve l'émoussement affectif et émotionnel et l'apathie, le fait de ne rien ressentir. Enfin, les symptômes cognitifs ou dissociatifs, caractérisés par une désorganisation globale de la pensée associée à des troubles de la mémoire, de l'attention ou du raisonnement. Et l'ensemble de ces symptômes et l'handicap qu'ils génèrent est un poids immense pour les patients au quotidien dans leur vie sociale, professionnelle et affective. Le risque de mourir précocement est multiplié par 2, voire 3 chez les individus schizophrènes par rapport à la population générale. Et le taux de SUI est également très élevé. Un patient sur 2 fera au moins une tentative au cours de sa vie. Le diagnostic de la schizophrénie est souvent tardif et difficile. Il est souvent confondu à tort avec les troubles de l'humeur, par exemple. Le diagnostic est souvent posé après un premier épisode psychotique ou délirant, et il existe aujourd'hui 3 critères dont l'association permet de définir une schizophrénie, à savoir la distorsion de la réalité, les idées et pensées délirantes, les hallucinations, une atteinte affective et enfin une désorganisation de la pensée. Mais le diagnostic qui est difficile rend par conséquent difficile une bonne prise en charge. Alors vous allez me demander comment est-ce qu'on traite une schizophrénie. Eh bien, il existe un traitement médicamenteux qui permette de contrôler les symptômes positifs et négatifs dont j'ai parlé précédemment, mais qui ne sont pas efficaces contre les déficits cognitifs, ces médicaments qui sont les neuroleptiques. Donc les thérapies cognitivo-comportementales sont utiles dans ce cas, car le médicament, lui seul, ne peut pas pallier en fait à ce problème de schizophrénie. On peut donc penser qu'à partir de ce diagnostic qui est posé, Matthew est entre de bonnes mains et il est sur une bonne pente. Eh bien malheureusement, cela ne va pas du tout être le cas, car ceci va prendre fin quand, en février 2005, Matthew se fait condamner à 5 ans de prison pour vol et coups et blessures, mais il va également passer en jugement en 2009. Parallèlement à cela, il avait toujours un traitement psychiatrique, et s'il ne prenait pas ce traitement, il entendait des voix et avait des hallucinations. C'était quand même vital pour lui de le prendre. Il avait des épisodes d'intense paranoïa, chose accentuée par sa prise de substances. Aïe. En plus de cela, Matthew ne prend pas du tout ce traitement au sérieux, et d'ailleurs, il ne le prend pas du tout, car selon lui, il n'en supportait pas les effets secondaires et cela n'avait aucun effet sur lui. Alors je me demande pourquoi est-ce qu'on ne lui a pas donné dans ce cas-là un traitement plus adapté à son organisme. 2014 marque la fin de son traitement. Matthew allait beaucoup mieux, du moins selon les professionnels de santé, et il avait même réussi à avoir un travail en prison. Oui, parce qu'on peut travailler en prison. Il avait une vie beaucoup plus stable, si on ne prend pas en compte le fait qu'il était en prison. Bien entendu. Il travaille en fait dans une prison en tant que coiffeur. Il était sympathique, poli, rien n'était à signaler. Pendant ses 27 mois de détention, donc il a été en prison pendant un peu plus de 2 ans, 2 ans et 3 mois pour être exact. Et à partir de là, il va être relâché sans supervision. Supervision, donc c'est une surveillance réglementaire pour tout détenu fraîchement sorti de prison. Et petite parenthèse, les personnes relâchées de prison peuvent faire l'objet d'une surveillance de sûreté. En France, par exemple, il s'agit des personnes qui ont commis des crimes graves sur des mineurs ou avec circonstances aggravantes sur des majeurs, assassinat, torture, vie, vous comprenez le mot, enlèvement, etc. Cette surveillance peut s'effectuer par placement sous bracelet électronique, ce qui existe aussi en Angleterre et au Pays de Galles, là où se passe notre affaire. Les personnes faisant l'objet d'une surveillance active ont augmenté de 12%. Au 30 septembre 2022, le nombre total de personnes activement surveillées était de 14 996, soit une augmentation par rapport aux 13 371 au 30 septembre 2021, ce qui est énorme. Mais ce n'est pas le cas de William qui va être, pour ainsi dire, lâché dans la nature sans surveillance, ni prise de traitement, sachant qu'il était sujet aux hallucinations auditives et visuelles. Il n'avait pas de suivi psychologique non plus, mais il était tout de même en liberté conditionnelle. Autant dire que c'était comme lâcher le lion dans la bergerie, ou plutôt le loup dans la bergerie. On lui offre pourtant un suivi quant à ses addictions. N'oublions pas qu'il avait malheureusement un problème par rapport aux substances et à l'alcool, et ce problème n'améliorait pas du tout son état mental, mais Matthew va refuser cette aide. Lui qui avait été trop supervisé à son goût par la police ces dernières années.
Quant à l'endroit où il habitait, eh bien, il va emménager au Sir Howe Arms Hotel. Et évidemment, le fameux, l'hôtel qui avait l'habitude d'accueillir des anciens détenus, ainsi que des sans domicile fixe. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. La santé de Matthew ne va pas s'améliorer. Et pire, elle ne va faire que décliner après sa libération conditionnelle. Comme l'atteste sa mère, Sally Ann, qui témoigne des hallucinations que subissait son fils. Alors, comme exemple d'hallucination, il avait par exemple des visions perturbantes, par exemple des visages qu'il pouvait voir sur toutes sortes d'objets, comme par exemple des canettes de coca. Ceci n'est pas une sponsor. Et le fait de voir des visages à la place d'objets était le signe flagrant d'une détresse mentale. Et tout ceci va précéder les sombres événements qui vont suivre. En octobre, Matthew Williams fait la rencontre d'une jeune femme de 22 ans, alors même que sa santé mentale était un fardeau quotidien. Carrie Yam était une jeune vendeuse de vêtements à Next. Elle est décrite comme une personne extravertie, aimante et pleine de vie selon ses proches. Elle a été à l'école polyvalente d'Oakdale et a étudié le social et la santé à l'université de Cross Key. Mais il semble que Carrie soit quelque peu attirée par les bad boys, car son dernier copain en date, Matthew Heman, alors décidément les Matthew avait été arrêté après qu'elle ait mis fin à leur relation. Et ça s'était passé au mois d'octobre de l'année précédente. Il avait mis feu à sa propre maison en allumant le gaz et il a été ensuite emprisonné pendant 3 ans et demi. Et c'est 1 an après cette séparation, 1 an tout juste, que Carrie va rencontrer Matthew Williams. Matthew qui avait 34 ans grâce à des amis en commun. Et tout ça pendant une nuit d'octobre. Le courant passe bien, les jeunes gens échangent leur numéro de téléphone et échangent également énormément de textos. Et ce, pendant des semaines avant le drame. Matthew avait été en prison avec l'ex de Carrie, donc Matthew Heman, et ce dernier avait conseillé Carrie. Il l'avait mis en garde contre Matthew Williams, en lui disant de rester loin de lui. Et malheureusement, elle n'aura pas suivi ses conseils. Et elle aurait dû. Pour une fois, Kenka aurait dû écouter son ex. La nuit du 6 novembre 2014, Carrie rejoint Matthew dans sa chambre d'hôtel. Et c'est la dernière fois que quiconque la verra vivante. La propriétaire du Sir Howe Arms Hotel entend des cris terribles. Mandy a alors un excellent réflexe, celui d'appeler la police. Les horribles hurlements venaient de la chambre de Matthew et prenant son courage à 2 mains, elle décide d'en ouvrir la porte. Et là, c'est l'horreur. Matthew était en train de poignarder le corps de Carrie avec un tournevis. Et il y avait pire. Il était en train de manger le visage de Carrie. Mandy lui crie « Qu'est-ce que tu fais ? Tu la manges ?» Drôle de question vu qu'elle voyait pertinemment ce qu'il faisait. La chambre était remplie de sang. Je crois que dans la panique, elle lui a posé quand même la question, même si elle savait pertinemment la réponse, vu qu'elle le constatait de ses propres yeux, malheureusement. Et en entendant Mandy, Matthew arrête son activité, à savoir dévorer le visage de Carrie, et il la fixe avec un regard que Mandy décrira comme vide et fou, le sang dégoulinant de son visage. Imaginez-vous une seule seconde maintenant à la place de Mandy, la propriétaire de cet hôtel. Qu'auriez-vous fait à sa place ? Car c'est vraiment digne du pire des films d'horreur. Matthew détourne son regard et continue de manger Carrie. Mandy en profite pour appeler à nouveau les urgences. La police arrivera à 1h40 du matin. Mandy leur avait dit qu'un cannibale était en train d'attaquer une femme, la mangeant et la poignardant avec un tournevis. Matthew est prié d'arrêter. « Arrêtez-vous » Matthew est prié d'arrêter, mais il fait comme s'il n'avait pas entendu la police. Leurs cris tombent dans l'oreille d'un sourd. Matthew était comme dans un monde parallèle, incapable de communiquer avec le monde extérieur. Impossible, il ne voulait pas se séparer du corps de Carrie. Alors la police, impuissante, n'a d'autre choix que de le forcer et c'est ainsi qu'ils vont taser Matthew. On lui passe les menottes, il essaie de se dégager comme il peut, mais il se fait encore taser 3 fois afin d'être neutralisé pour de bon. Et là, c'est le cas de le dire, il sera neutralisé pour de bon car il décédera des suites du taser. Carrie avait toute sa vie devant elle et aura été tuée de la plus atroce des manières. Les policiers arrivés sur place, dont une policière, sont traumatisés à vie.
Matthew venait tout juste d'être libéré de prison quelques mois auparavant et avait été condamné pour avoir attaqué une ex-petite amie. Le médecin légiste déterminera les causes de la mort de Caris: traumatisme violent au cou et à la tête, hémorragie externe et interne. Elle avait perdu en effet beaucoup de sang. Elle avait plus de 89 blessures, des morsures et des coups de tournevis. Et ce n'est pas tout. Chose horrible, son œil gauche avait été retiré, ainsi que ses oreilles, son nez et sa bouche. Mais de façon assez surprenante, il a été noté que Matthew n'avait en fait pas mangé Caris. Il n'avait pas du tout consommé ces parties du corps de la jeune femme, mais malgré tout, le drame sera assimilé à un crime cannibale. Et ceux qui avaient été témoins de la scène terrible disent que Matthew avait l'air possédé. Matthew était sujet aux crises schizophréniques et selon les autorités, c'est exactement ce qui s'est passé. Une enquête va être menée afin de déterminer si la police était responsable ou non de la mort de Matthew. Mais le concours de circonstances va être mis en exergue, à savoir sa santé mentale, son abus de substances, mais par-dessus tout, son refus de coopérer. La mère de Matthew, Sally, a affirmé que son fils avait été diagnostiqué schizophrène, après avoir dit qu'il était un arbre, voilà, rien que ça, et que sa nourriture était empoisonnée. Et qu'en plus, à sa sortie de prison, il n'avait pris aucun traitement et n'avait eu aucun suivi. Et dans les jours précédant le drame, Matthew s'était plaint d'à nouveau entendre ses voix dans sa tête. Tout cela aura causé la mort de Caris, qui, rappelons-le, est la première victime dans cette affaire. La mère de Caris l'a décrit comme quelqu'un d'attentionné, de gentil, qui avait le don de voir le bon en chaque chose. Il y a beaucoup de points qu'on a pu noter dans cette affaire et sans faire les donneurs de leçons, il y a un certain nombre de choses qui auraient pu être relevées afin d'éviter un tel drame. D'une part, le mauvais diagnostic de Matthew, ou du moins le manque de soins et de suivi apporté à sa personne avant et après sa sortie de prison. Car il ne faut pas oublier que Matthew avait été diagnostiqué schizophrène. Et même si maladie mentale et dangerosité ont souvent été assimilées ou confondues à tort par le sens commun, dans le cas de Matthew, il y avait déjà des antécédents d'agression physique dus à ce diagnostic. Auquel cas, une demande d'évaluation de la dangerosité de Matthew aurait été nécessaire avant de le laisser sortir de prison. Car après tout, ce dernier était bien libre de ses mouvements à l'hôtel accueillant des ex-détenus et SDF. Il n'avait ni traitement ni suivi. Autant de facteurs aggravants. Et ce, même si l'on sait, selon mes études, que la très grande majorité des crimes violents sont commis en l'absence de troubles mentaux. Le risque de passage à l'acte est souvent surestimé chez les patients atteints de troubles mentaux. Les études scientifiques montrent en effet que les patients souffrant de troubles psychiatriques sont plus souvent victimes qu'auteurs de ces violences, c'est-à-dire qu'ils se font subir à eux-mêmes ces violences-là. Par exemple des auto-mutilats, je dis pas le mot. Et seulement une minorité de ces patients psychiatriques présentent une réelle dangerosité. Et malheureusement, c'était le cas de Matthew. Car il ne faut pas oublier un autre facteur, l'abus de substances et d'alcool. Et ce, depuis le plus jeune âge, et dans les jours précédant le meurtre. En effet, Matthew avait fait du binge drinking. Alors c'est un peu comme le binge watching avec les séries, sauf que là c'est avec de l'alcool. Donc ça signifie boire sans arrêt de l'alcool. Pas top. Selon Nicolas Combalbert, les résultats des recherches épidémiologiques sur le lien entre maladie mentale et dangerosité ne sont pas toujours très concordants, mais ils mettent généralement en évidence que l'abus et les dépendances à des substances psychoactives, seules ou associées à d'autres troubles psychiatriques, sont fortement corrélés au comportement agressif, selon Fazel en 2009. Le risque de violence serait principalement majoré par l'abus de substances et ou par les antécédents de violence. Les personnes souffrant de troubles mentaux commettent 4 fois plus d'agressions physiques que les individus qui ne sont pas porteurs de pathologie mentale. Ce risque de violence est plus élevé qu'en population générale, notamment à cause de la prise de toxiques. Classiquement, on retrouve dans la littérature internationale 4 principales catégories de troubles qui seraient statistiquement associés au passage à l'acte agressif. 1. La schizophrénie et les troubles délirants. 2. Les addictions. 3. Les troubles de l'humeur. 4. Les troubles de la personnalité, tels que le trouble de la personnalité antisociale. De nombreux facteurs sont susceptibles de participer à la dangerosité, tels que l'usage de substances, des traits de personnalité antisociaux, un manque de compliance au traitement, les productions délirantes et ou hallucinatoires, ou encore un défaut d'insight cognitif, selon Bonnet 2017. Et chez Matthew, il y avait des productions délirantes, la non-prise de traitement et prise de toxiques. Autant dire un cocktail explosif qui a mené à son passage à l'acte.
La prévalence de la violence chez les sujets schizophrènes est plus élevée qu'en population générale. Elle serait en effet de 8 à 10% chez les sujets schizophrènes contre 2% en population générale, selon Swanson 1990. Le risque de violence serait multiplié par 5 chez les patients souffrant de troubles psychotiques par rapport à la population générale et multiplié par 8,9 lorsque ces troubles sont associés à une dépendance à des substances psychoactives, selon Fazel. Et on sait que la consommation d'alcool peut faciliter le passage à l'acte. Les expertises psychiatriques concluent à une abolition du discernement dans le cadre des troubles du spectre de la schizophrénie et des délires paranoïaques. Et Mathieu pensait voir des visages sur des objets, pensait qu'il était un arbre. Il entendait également des voix dans les jours précédant son passage à l'acte. Ce qu'il a affirmé également avant les faits peut interpeller. Il avait arrêté son traitement à cause des effets secondaires et le fait qu'il ne fonctionne pas. On peut se demander s'il est toxique. Les substances qu'il prenait ne neutralisaient pas les effets de son traitement. Et entre schizophrénie et alcool, il existe aussi un lien de cause à effet dangereux, l'alcool pouvant aggraver la schizophrénie. L'alcool pourrait en effet altérer de nombreux neurotransmetteurs, dont le glutamate, qui joue aussi un rôle dans la schizophrénie. Et dans une récente étude scientifique, des chercheurs français démontrent que la consommation d'alcool à l'adolescence, même faible, est un facteur prédictif d'alcoolisme chez les personnes schizophrènes. Or, l'usage de cette drogue aggrave les symptômes de cette maladie. Et on sait que Mathieu a pris de l'alcool très tôt. Les personnes qui en souffrent ont généralement la particularité de présenter des prédispositions à la toxicomanie. Ce qui est grave, c'est que les patients sont déconnectés de la réalité, car la schizophrénie est une maladie qui affecte la manière de penser, de ressentir, de percevoir et de se comporter. La personne atteinte a de la difficulté à penser clairement, à faire la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et ici, cela a engendré des conséquences, des répercussions dramatiques. Si tu es arrivé jusqu'ici, mets Caris en commentaire. Et fais-moi savoir ce que tu penses de cette affaire, si tu penses que ce crime, cet horrible drame aurait pu être évité aisément ou si au contraire, fatalement, Mathieu était une bombe à retardement et aurait agi de toute manière tôt ou tard. J'ai hâte de lire vos commentaires. Je vous mets dans la description ainsi que toutes mes sources l'expérience qui a été menée sur des rats. J'ai également cité des cours de fac à moi, comme tu as dû le remarquer, et je dois dire que ça m'a bien servi pour ma conclusion. Si tu as un éclairage professionnel, j'ai également hâte de te lire, ou si tout simplement tu as un avis tranché sur la question, fais-moi en part en commentaire, et évidemment, abonne-toi si cela n'est pas déjà fait, pour ne manquer aucune vidéo. La vidéo précédente traitait d'un jeune homme qui a été abattu par erreur par la police. Cours la voir si tu l'as manqué. Et abonne-toi sinon Poupie viendra te dévorer pendant ton sommeil. Si je te manque entre deux vidéos, je te mets mon compte TikTok et Insta. En attendant, prends bien soin de toi et de tes proches. C'est très important. Et n'oublie pas que you rock.